Bonjour, donc merci de vous être déplacés jusqu'à nous. Donc là, c'est la 3e rencontre ville-hôpital sur le sujet de l'exploitation sexuelle des mineurs. On essaye de décliner en fonction de plusieurs expertises. Donc, moi, je coordonne l'équipe de l'unité fonctionnelle d'addictologie du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Robert Debré. Et on a une activité de liaison au niveau des urgences, notamment, où on voit passer de plus en plus de jeunes qu'on soupçonne concernés par des situations d'exploitation sexuelle, de vulnérabilité chimique également. Mais pourquoi on est aussi mobilisé et aussi pugnace dans l'organisation de réunions, de formations, c'est que c'est un public, aujourd'hui on parle de 20 000 mineurs concernés en France, qui est totalement invisible, notamment au plan médical, enfin difficilement visibilisable. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'on travaille collectivement, parce que de toute façon, on ne peut rien faire tout seul, qu'on travaille à les rendre visibles. Et pourquoi l'addicto ? Parce que très souvent, de par leur vulnérabilité chimique ou les actions de soumission chimique dont ils sont victimes, ces jeunes développent des dépendances et sont sous l'emprise de leurs agresseurs qui les rendent captifs par la dépendance aux produits. Et d'expérience, maintenant, ça fait 5 ans qu'on a eu l'expérience de voir arriver les premiers jeunes en situation d'errance et d'exploitation sexuelle. Et alors c'est pas simple, c'est vrai, c'est vraiment pas simple, mais on arrive à les driver sur des trajectoires de soins. Et on y arrive. Donc, plus on va s'autoriser à les voir jeunes, plus on va pouvoir être rapide dans cet accompagnement vers des soins. Alors, c'est pas uniquement les soins, évidemment, hein, c'est très global. Et on doit travailler avec l'aide sociale à l'enfance qui se porte pas tellement mieux que l'hôpital. Mais on lâche pas parce qu'on est tous concernés. Et puis ces jeunes ne sont pas que des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance. Hein, ça peut être vraiment population générale qui est concernée. Et un des outils qui aide beaucoup les prédateurs, ce sont les réseaux sociaux. Et donc là-dessus aussi, on a une expertise, une vigilance à acquérir et des informations à faire circuler auprès de toute personne qui est en lien avec un adolescent. Donc ça peut être aussi l'éducation nationale, ça peut être des profs, ça peut être des coachs sportifs. Et c'est pour ça aussi qu'on organise comme on peut ces réunions, mais il y a une captation qui vous sera envoyée et qu'on peut faire circuler, parce que je pense que plus on est nombreux à ouvrir l'œil et à comprendre les enjeux et puis identifier qu'il y a quand même malgré tout des possibilités de prise en charge, plus on arrivera à faire quelque chose pour ces jeunes. Voilà. Et donc nous, on est une toute petite équipe
de liaison avec... donc, il y a des médecins, psychologues, éducateurs spécialisés. On a une sage-femme aussi. Et on travaille évidemment en partenariat avec notamment la CPE, que je te laisse présenter. Merci. Donc oui, la CPE. Donc voilou. Donc Hélène David, moi je suis responsable à la CPE de ce que nous avons appelé le pôle ado-sexo. Pourquoi ce titre? Eh bien, c'est parce que pour les jeunes, c'est quand même beaucoup plus facile de passer une porte où il n'y a pas évidemment le mot prostitution. Sinon, je pense que nous n'en verrions pas beaucoup. Voilà, mais il s'agit bien pour nous d'accueillir les mineurs qui sont en situation de prostitution, alors disons d'exploitation prostitutionnelle ou d'exploitation sexuelle avérée, mais aussi sur les situations de ce que nous appelons la pré-prostitution, c'est-à-dire toutes les situations de fragilité, soit des fragilités par des événements subis, comme effectivement, bien sûr, l'inceste, les agressions sexuelles dans la petite enfance, mais aussi sur les réseaux sociaux, puisque pour les petits qui vont visionner du porno dès l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est du psychotrauma, et donc une fragilisation certaine, mais ça peut être aussi l'addiction, évidemment, la consommation de produits, mais ça peut être aussi des situations de fragilité qui sont issues d'un petit pas de côté où la jeune va avoir, ou le jeune va avoir eu une conduite à risque. Et dans cette conduite à risque, par exemple, donc la consommation de produits, les fugues, mais aussi la publication de nudes ou de vidéos sur Internet. Évidemment que les parents, c'est pas sur recommandation normalement des parents qui le font, et donc ils sont en situation où ils sont en dehors du cadre autorisé par les parents, et du coup, ça va vraiment les pousser à dire « j'étais consentante ». D'accord ? Ou j'étais consentant. Alors même qu'au départ, c'est véritablement, possiblement, un guet-apens. Et c'est donc pour présenter la CPE, je dirais, donc nous avons aujourd'hui plus d'une vingtaine de permanences en Île-de-France, donc des permanences notamment sur Paris, donc avec l'hôpital Robert Debré, donc une permanence consultation ado-sexo conso, puisqu'on peut accueillir les deux ensemble, mais aussi, et par ma collègue qui est dans la salle, Marine, une permanence à Châtelet et une permanence à la Maison des Ados, qui est de Debré, juste à côté. Voilà. Mais en dehors de ces permanences, nous sommes beaucoup en fait en déplacement, puisque nous faisons beaucoup d'aller vers. Tous ces jeunes, pour honorer un rendez-vous à l'heure et au jour précis, c'est quand même déjà quand ils vont beaucoup mieux. Que tant qu'ils sont sous emprise et dans un tourbillon issu du psychotraumatisme et de tout ce qu'ils vivent, évidemment que les rendez-vous à 15 jours, à 3 semaines, s'il n'y a pas des adultes autour pour véritablement consolider cet espace-temps et cet espace aussi géographique, c'est quasiment impossible. Donc beaucoup d'aller vers et beaucoup d'éducation préventive. Alors aujourd'hui, donc, nous allons avoir la chance d'avoir à la fois quelqu'un de l'UAPED et du UMJ. Je continuerai quand même à vous dire dans cette introduction qu'on y tient beaucoup à ce travail parce que la porte d'entrée par la santé, c'est une des portes d'entrée qui est quand même souvent facilitée quand la jeune ou le jeune, je le redis quand même, le jeune, parce que nous avons quand même en ce moment beaucoup plus de jeunes garçons de 13 à 15 ans. Ils sont encore moins visibles que les filles, mais je pense qu'il y a une étude qui va bientôt sortir par un des chercheurs qui travaille sur cette question de l'exploitation prostitutionnelle, qui s'appelle Aziz Essadek, qui va produire une nouvelle étude qu'il est en train de finaliser sur des jeunes. Il a interrogé les jeunes eux-mêmes et les jeunes donc de la mission locale. Et on va voir que le pourcentage de garçons qu'il va annoncer, je vous assure que ça va bousculer nos représentations. En tous les cas, ces jeunes, effectivement, dès lors qu'au niveau de la santé, ils sont prêts
où ils sont obligés de faire un pas vers les services de santé, parce que parfois ils résistent longtemps malades avec des infections urinaires ou des pathologies, ils résistent ou on les fait résister parce qu'il faut effectivement générer du gain. Eh bien, quand ils arrivent dans les services de santé, là, il y a quand même quelque chose où le prendre soin d'eux, ils sont sûrs et certains que effectivement c'est ça ce qu'on est en train de leur offrir et non pas un jugement, puisque bien que la loi depuis 2016 les montre véritablement comme des victimes, il n'empêche qu'aux yeux majoritairement quand même de la population encore, mais encore plus des collégiens et des lycéens qui sont peut-être leurs copains et copines, ce sont eux les coupables. La personne qui aujourd'hui est prostituée, que ce soit une fille, mais encore plus un garçon, quelle horreur, disent les collégiens, c'est eux qui sont désignés comme le coupable à dézinguer et non pas le client ou le proxénète, qui sont somme toute, au dire des collégiens, ils profitent. Voilà. Donc, ce recrutement des jeunes, et des fois, donc aujourd'hui, on voit des vraiment très jeunes, ce recrutement et aussi le maintien de l'emprise, moi, je dirais que depuis 12 ans où je suis sur ce sujet-là, je vois une évolution quand même de la violence, de la barbarie avec laquelle on peut les recruter, qui fait qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut pas s'en tenir simplement en disant que fait la police ou que fait l'aide sociale à l'enfance. Et que du coup, tous les acteurs sont concernés, et même tous les citoyens, je dirais, parce que dans l'éducation des petits, l'éducation des ados et des garçons, ados aussi, pas que les filles qu'il faudrait préserver et donc mettre sous un globe ou je ne sais pas quoi, c'est quand même le risque aujourd'hui. Les jeunes garçons aussi sont vraiment à éduquer à ce respect et qu'on ne peut pas comme ça impunément rendre objet un autre jeune, un petit, même s'il a 16 ans, un petit. Donc la santé, les acteurs de santé, évidemment que ce sont des professionnels qui ont une porte d'entrée intéressante et qui souvent va être beaucoup plus acceptable pour la jeune ou le jeune qui est broyé, qui est en sous-emprise et vraiment écrasé par à la fois les proxénètes et les clients, et parfois aussi par les adultes qui veulent bien faire, mais qui en rajoutent parfois aussi, eh bien, ce sont des acteurs, évidemment, avec qui on a tout intérêt à travailler. Alors, je ne sais pas qui commence, mais merci. Se lancer. Bonjour à toutes et à tous. Donc Charlotte Gorgiard, je suis médecin légiste, je suis chef de service de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Paris. Je vous remercie de votre invitation et c'est avec un réel plaisir que j'interviens aujourd'hui sur une thématique effectivement extrêmement prégnante dans notre activité quotidienne. Donc, je vous le disais, je travaille à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu. Alors, on peut se demander pourquoi l'UMJ intervient aujourd'hui pour parler d'exploitation sexuelle. J'ai commencé à m'intéresser au sujet parce qu'on a vu de plus en plus de situations de jeunes filles principalement, mais on verra qu'il y a aussi des jeunes garçons qui nous étaient adressés dans le cadre de procédures judiciarisées. Donc nous, on intervient vraiment en bout de chaîne, on intervient quand il y a une enquête, une procédure pénale qui est en cours et pour lequel on nous demande d'examiner un jeune. Et donc de ce constat quotidien, de plus en plus de situations nous étaient adressées, principalement par la brigade de protection des mineurs. On s'est intéressé donc avec deux autres collègues, Mélanie Dupont, qui est psychologue, qui va arriver un petit peu en retard, et Hélène Pouhu, qui est sociologue. On s'est intéressé à ce sujet et on a essayé de prendre le sujet peut-être à l'inverse des médecins qui sont ou des soignants qui sont les premiers repérants. Nous, comme on intervenait en bout de chaîne, on a essayé de prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a questionné les jeunes sur leur parcours de vie, de savoir pourquoi effectivement ils étaient arrivés là. Donc aujourd'hui, je devais faire l'intervention avec ma collègue toxicologue Lorraine Dufayet qui s'excuse et pour des
des vacances grandement méritées ne peut pas être là, mais on a préparé l'intervention à 2 voix pour aborder à la fois donc, les situations d'exploitation sexuelle et le lien avec la vulnérabilité chimique et la soumission chimique. Je vais faire quelques rappels. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà bien au fait de ces concepts et de ces notions, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Donc, maintenant, on préfère parler d'exploitation sexuelle, et c'est important, les mots ont une importance. Une exploitation sexuelle, c'est une relation sexuelle qui implique un contact physique ou une sollicitation en vue d'une relation, plus un échange d'une contrepartie, qu'elle soit financière, matérielle ou en nature. Donc on parle bien d'exploitation sexuelle ou de prostitution. Parfois par raccourci, je vais parler de prostitution, mais c'est vrai qu'on tend maintenant vraiment à utiliser le terme d'exploitation sexuelle. La difficulté dans cette définition, comme vous l'aurez remarqué, c'est qu'il faut un contact physique. Donc quid de tout ce qui est maintenant par le net et qui n'est finalement sur le plan légal pas encore extrêmement bien tranché. On rappelle quand même que la prostitution consiste à se prêter, je vous le disais, moyennant rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient. Je vais passer vite, et que la prostitution n'implique pas uniquement un échange d'argent, elle peut se traduire par l'offre de cadeaux, d'un hébergement en contrepartie d'un acte sexuel, et il y a aussi effectivement une promesse de parfois de délivrer des substances, ce qui en fait une monétisation du corps. Quid de la prostitution en ligne? Malheureusement, on n'a pas le temps de détailler, mais ça vaut toujours le coup de se poser la question. Je rappelle également que la prostitution des mineurs est interdite en France, et un mineur, c'est moins de 18 ans. Même s'il a 17 ans et 10 mois, c'est un mineur. D'accord ? C'est important de le souligner parce que parfois, les collègues urgentistes nous disent « Ah bah oui, mais c'est un grand mineur ». Un grand mineur, ça reste un mineur. Donc, il faut signaler. Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnelle, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants. Et vraiment, et là c'est extrêmement important de l'avoir toujours en tête, la notion de consentement est inadaptée aux situations de prostitution des mineurs. Le terme d'exploitation sexuelle devrait donc être privilégié afin de souligner l'absence de consentement. Je vais passer un petit peu vite. Donc, dans les terminologies qu'on retrouve dans la littérature, il y a des choses qui ont des termes qui sont utilisés un peu pour glamouriser la prostitution. On a parlé de michetonnage, on a parlé d'escorte, d'hôtesse, de masseuse. C'est de la prostitution, hein, ça reste de la prostitution. Et puis quand on regarde un peu dans la littérature à l'international, il y a plein de termes qui reviennent. Prostitution juvénile, prostitution des enfants, prostitution occasionnelle, prostitution par plan. Tout ça, c'est de la prostitution, et peut-être que en se forçant intellectuellement à utiliser le terme d'exploitation sexuelle, on remet la situation du mineur dans une position de situation de victime et que ce n'est pas lui qui est responsable de la situation. Et puis, à l'extrême, il y a les situations de traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle. Pour qu'il y ait traite, il faut qu'il y ait un système organisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une infraction qui est caractérisée sur le plan pénal. Je vais passer assez vite sur les peines encourues. Je laisserai bien sûr le diaporama à disposition qui sera consultable sans difficulté. De la même façon pour les clients sont aussi poursuivis et en fonction de l'âge du mineur, la peine encourue est différente. Prévalence en France, gros point d'interrogation. On parlait tout à l'heure 15 000, 20 000. Finalement, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. En fait, probablement une donnée très sous-estimée sur le plan statistique. Des campagnes de prévention qui ont été finalement assez courtes et finalement on ne sait pas bien quel a été l'impact de ces campagnes. Toujours est-il que des données sortent dans les médias sans qu'on puisse avoir vraiment de chiffres statistiquement fiables. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à ces représentations. On l'a dit, la prostitution et l'exploitation sexuelle ne concernent pas forcément les mineurs non accompagnés, c'est faux. Il y a des situations de prostitution pour des mineurs qui sont parfaitement insérés, nés en France, vivant en France de façon complètement stable. Les garçons peuvent aussi être évidemment impliqués. Et on l'a dit tout à l'heure, ils sont probablement encore plus sous-estimés que les victimes féminines. Et tous les milieux peuvent être concernés. On a dans notre expérience des milieux extrêmement favorisés avec des mineurs qui, de par leur histoire personnelle, rentrent comme ça se font happer par un système d'exploitation. Même si effectivement, sur le plan socio-économique, on pourra se dire que ce sont des mineurs extrêmement favorisés.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres à l'international en termes de prévalence. Alors, il y a des pays qui ont été assez moteurs dans l'étude de la prévalence de l'exploitation sexuelle parce qu'ils arrivent, à l'inverse de la France, à questionner les mineurs en milieu scolaire, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire. C'est-à-dire que pour l'instant, à l'éducation nationale, si on dit qu'on va faire une enquête de population et interroger de façon systématique les jeunes de savoir s'ils ont eu des actes sexuels en échange de rémunération, ça ne va pas passer. Donc voilà, certains pays l'ont fait et on a des chiffres de prévalence qui sont extrêmement alarmants, jusqu'à quasiment 5% de la population. Alors adolescents, adultes, jeunes, c'est toujours le problème, c'est que la majorité dans certains pays n'est pas à 18 ans comme en France et que parfois des jeunes adultes sont aussi interrogés, mais en tout cas il y a des chiffres qui sont quand même extrêmement alarmants. Et ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que dans la littérature internationale, la prévalence est plus importante chez les garçons. Donc ce sera extrêmement intéressant de voir l'étude d'Aziz Essadek pour voir effectivement si finalement la prévalence des garçons est peut-être beaucoup plus importante que celle qu'on croit. Ce qu'on sait, c'est que la prévalence est plus importante chez les adolescents et jeunes adultes se définissant comme incertains quant à leur genre, et les adolescents avec des vulnérabilités antérieures, et ça on le reverra tout à l'heure, fugues, sans-abri, mineurs incarcérés, etc. L'âge moyen du premier échange sexuel est rapporté entre environ 14 et 16 ans, et ces échanges sont entre 30 et 40% pratiqués une fois, et puis après ça peut avoir des fréquences très variables en fonction des études, avec parfois 1 à 3 reprises et parfois plus de 10 reprises. Donc on voit qu'il y a une récidive des faits qui peuvent être importants. Concernant les achats de services sexuels, données qu'on a publié avec ma collègue Mélanie Dupont qui fait son entrée à ce moment-là. C'était pas fait exprès, mais voilà, une étude sur la prévalence de la prostitution. On a essayé de faire une revue de la littérature la plus exhaustive possible sur la prévalence et sur les achats de services sexuels. Entre 2 à 3% de la population adolescents et adultes jeunes déclarent avoir déjà acheté des services sexuels à un mineur. C'est quand même assez effrayant. Et la prévalence est plus importante chez les garçons que chez les filles dans toutes les recherches. 96% des adolescents et des jeunes adultes rapportent avoir acheté des services sexuels à une reprise. Donc là, on voit que c'est très ponctuel, en tout cas dans le déclaratif, mais c'est effectivement une prévalence assez importante. Les chiffres que je vais vous présenter après, je fais un petit peu de publicité, sont issus d'une recherche que l'on a menée entre 2020 à 2021 sur une population métropolitaine. Donc le gros biais de notre étude, c'est qu'on n'a pas investigué les dom-toms. C'est très très questionnant la situation de l'exploitation sexuelle dans ces pays. Je vous invite à lire un rapport qui vient de sortir sur l'exploitation sexuelle en Guyane. Alors là, c'est tout confondu, c'est aussi les adultes, mais avec des chiffres qui sont effrayants. Donc on a essayé d'avoir un angle d'approche qui était pluridisciplinaire, à la fois psychologique, médico-légal et social. Et on a consulté des dossiers de procédure, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a interviewé des jeunes, on a interviewé des parents, on a assisté à des procès, on a essayé comme ça de comprendre un petit peu le parcours de ces jeunes. Voilà, les villes qui ont été étudiées et analysées. Qu'est-ce qu'on retient du parcours de ces jeunes? Alors les jeunes ont, dans la très grande majorité des cas, des événements traumatiques antérieurs. Ça, vous l'avez tous constaté dans votre pratique professionnelle. Ce sont des jeunes qui ont été fragilisés sur le plan personnel par un parcours qui a été émaillé comme ça d'événements traumatiques. Il peut y avoir des familles qui ont été confrontées à des événements très problématiques. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles avec des décès de parents, de mères, de pères, souvent une scolarité qui est en pointillé, beaucoup d'absentéisme, du décrochage scolaire, quasiment de la rupture scolaire, et puis une multitude d'autres événements qui ont confronté le jeune à une sexualité traumatique. Alors on le disait tout à l'heure, l'exploitation au porno, le visionnage de porno très très jeune, les rapports sexuels très précoces, les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels qui sont des violences sexuelles, donc un viol ou une agression sexuelle pour le premier rapport sexuel, avec un impact sur les comportements relationnels et émotionnels, des jeunes qui sont fragilisés, et puis souvent avec des jeunes qui ont une mauvaise santé mentale, des jeunes qui ont déjà un parcours avec souvent un suivi psychologique, psychiatrique, en tout cas des traumas, souvent des traumas complexes et des difficultés relationnelles qui les exposent à des plus grands risques. Et c'est là toute la prostitution a toujours existé, mais
Qu'est-ce qui se passe maintenant au XXIe siècle? Eh ben, c'est les réseaux sociaux, c'est la facilité de rentrer en contact avec des inconnus, et c'est la banalisation aussi de la sexualité extrême et de la nudité et du corps qui peut être comme ça utilisé à des fins commerciales. Donc les adolescents sont très souvent repérés par des professionnels. C'est rarement une surprise, hein. On ne tombe pas des nues quand on apprend qu'il y a une situation sur un jeune. En fait, c'est assez. On repère les fragilités antérieures, et souvent ces jeunes sont déjà repérés et déjà suivis. Souvent, ils bénéficient d'un accompagnement, mais effectivement, un accompagnement qui est difficile, on le verra pour plein de raisons. Alors, il y a des facteurs favorisants d'entrée dans la prostitution. La fugue est un des facteurs d'entrée, mais ce n'est pas le seul. Il y a la rencontre avec les personnes qui abusent de la vulnérabilité du mineur. Il y a l'exposition de la vie privée sur les réseaux sociaux, et puis la facilité de rencontrer des personnes inconnues. Et puis, il y a aussi quelque chose de très questionnant dans ce public-là, c'est le rapport à l'argent. C'est le fait d'avoir le souhait de gagner des sommes d'argent qui sont finalement assez importantes rapidement, mais avec derrière une dépense qui va être très très rapide. C'est l'ascenseur émotionnel de gagner de l'argent. Alors je ne suis pas du tout psychologue ni psychiatre, mais ça pose aussi la question de ce gain rapide et de ce lien à l'argent. On a essayé, alors de façon très prétentieuse, d'essayer de comprendre un peu le parcours traumatique des mineurs, et puis on a essayé de le schématiser sur cette diapo. Donc des événements potentiellement traumatiques, un environnement familial et parental souvent fragilisé, une confrontation traumatique à la sexualité, et puis ce cumul d'événements qui rend les jeunes fragiles avec une mauvaise santé mentale, la perte de motivation et d'intérêt, des difficultés à maintenir une scolarité, des jeunes qui ont souvent peu d'intérêt dans les autres choses, peu d'intérêt dans les loisirs, peu d'intérêt dans les activités artistiques, etc. Et puis des comportements à risque avec des fugues, les réseaux sociaux qui arrivent, la mauvaise rencontre, la relation à l'argent et l'exploitation sexuelle qui va dire. Et là où ça va être intéressant de se questionner sur le lien avec la consommation de substances, c'est le maintien dans l'exploitation sexuelle. C'est rarement l'objectif. On a rarement des jeunes qui en consultation nous disent je me suis prostituée pour pouvoir acheter telle ou telle substance, mais ça les a maintenus dans l'exploitation sexuelle. Hop. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais comme vous le savez, la prostitution, c'est quelque chose d'extrêmement protéiforme. Il y a plein de types d'exploitation sexuelle, plein de situations différentes de rencontres avec le client et avec le proxénète, plein de situations différentes de comportements des proxénètes envers les victimes, plein de situations, plein de lieux de prostitution différentes. Il peut y avoir des prostitutions en appartement, les prostitutions à l'hôtel, les prostitutions au domicile du client, ce qu'on a appelé parfois une ubérisation de l'exploitation sexuelle, hein. C'est-à-dire que les clients finalement achètent une prestation sexuelle sur une application, et la jeune va leur être livrée. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est un conducteur va les amener au domicile du client pour avoir une relation, et ensuite la voiture l'attend, et le client, une fois la prestation achevée, la jeune repart et va dans un autre appartement. La pluralité de la durée de prostitution, il y a des jeunes qui effectivement partent en fugue pendant plusieurs mois et vont avoir comme ça des rapports sexuels tarifés très régulièrement, et puis parfois ça va être très ponctuel sur des événements finalement où on ne va pas bien comprendre pourquoi cet événement-là va engendrer le fait d'une entrée dans l'exploitation sexuelle. Des tarifs qui sont très variables et des modes de révélation qui sont très variables. Malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, et c'est toujours un élément de repérage pour les soignants, c'est la fugue. La fugue aux urgences, il faut questionner, ça doit faire partie du questionnaire systématique quand il y a un retour de fugue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la fugue? Est-ce qu'il y a eu des violences pendant la fugue? Faire évidemment des questions très ouvertes, mais voilà, comment tu as dormi, comment tu t'es nourri, est-ce que tu as fait des mauvaises rencontres, est-ce qu'il y a des gens qui ont été violents avec toi? Et puis comme ça, en questionnant, on arrive parfois à accrocher certains éléments, et qui peuvent, nous, par entonnoir, nous faire poser la question d'une exploitation sexuelle durant la fugue. Donc les multiples facteurs de risque au niveau individuel, familiaux et extrafamiliaux. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les personnes qui sont entrées... Alors,
je reprends exactement le texte, hein, c'est industrie du sexe. Moi, j'aime pas ce terme-là, mais c'est le texte, voilà, la dénomination qui était dans l'article. Avant l'âge de 18 ans, était 5 fois plus susceptible d'avoir fugué avant de se prostituer. Donc on voit vraiment qu'il y a la fugue est quand même un signal d'alarme extrêmement important. Il y a souvent un facteur extrafamilial aussi. Le fait d'avoir un petit ami ou une petite amie plus âgée est un facteur de risque de fugue et d'exploitation sexuelle. Et la constellation de ces facteurs de risque évidemment renforce le risque. Je vous ai mis la littérature en dessous. Quand on questionne les jeunes, pourquoi finalement ils en sont arrivés à se prostituer? Alors, on ne pose pas la question dans ce sens-là parce que ça ferait du mineur finalement le responsable et le coupable. On pose la question, voilà, comment il explique le fait qu'à un moment donné, il ait été victime d'exploitation sexuelle. C'est assez intéressant de constater. Alors, c'est une étude qui date de 2021, qui a été faite dans le Nord. L'autonomie financière est le premier argument. Alors que quand on interroge sur finalement qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent-là, on se rend compte que c'est très rarement, ou en tout cas dans notre pratique, très rarement de l'argent qui a servi à d'acheter des biens durables. C'est-à-dire que c'est rarement de l'argent qui a servi à une autonomie financière durablement pour payer des études ou un logement. En tout cas, dans notre pratique. Je ne dis pas du tout que ça n'existe pas. Il y a effectivement des mineurs qui rentrent dans l'exploitation sexuelle parce que financièrement, ça leur permet de survivre. Mais en tout cas, dans notre pratique, ce n'est pas ce que l'on a constaté. Dans les autres motivations, c'est le sentiment de reprendre contrôle de sa vie et le sentiment d'avoir besoin d'attention et d'affection. Donc on voit quand même qu'il y a une fragilité antérieure qui explique l'entrée dans l'exploitation sexuelle. Et les motivations rapportées par les victimes dans d'autres études, et ça c'est une étude suédoise qui est aussi intéressante, sur l'identification de 3 groupes d'adolescents. Je vous passe la méthode de l'étude, mais en gros ce qui ressort de l'étude, c'est que les raisons émotionnelles arrivent en 1 avec la prostitution qui pourrait se rapprocher d'une forme d'automutilation, c'est-à-dire de se faire du mal, parce que se faire du mal, ça fait aussi exister, et que de se mettre comme ça dans une situation de danger fait aussi exister. Les raisons matérielles et financières, on en a parlé, et les liens liés au plaisir. Je vais passer un petit peu vite sur les conduites suicidaires et automutilatoires. Il y a un lien entre autodéclaration de prostitution comme conduite automutilatoire et violence sexuelle antérieure, et en particulier viol. Donc il faut toujours rechercher des relations intérieures expliquant des préjudices psychologiques ou physiques à soi-même. Et la motivation, ce serait pour réguler les émotions. Mais là, effectivement, c'est un petit peu loin à expliquer sur le plan psychologique. Alors on va rentrer dans le vif du détail. Pourquoi et comment l'exploitation sexuelle peut être maintenue et quelle est la part de la consommation des substances dans le maintien de ces exploitations. L'exploitation sexuelle, elle est maintenue d'une part par une mobilité importante. Pourquoi c'est compliqué de repérer ces jeunes? C'est parce qu'ils sont extrêmement mobiles. Ils sont extrêmement mobiles sur un petit territoire, c'est-à-dire que sur finalement le territoire où ils vont être exploités initialement, c'est rarement dans leur ville d'habitation, c'est souvent dans la ville d'à côté où ça se passe. Et sur l'ensemble du territoire, on voit aussi qu'il y a parfois des très très longues distances. Alors là, on a cartographié à partir des dossiers de procédure que l'on a pu consulter. On a regardé la ville d'habitation du jeune ou de la jeune, et puis on a regardé par quelle ville il décrivait être passé. Donc on a comme ça des jeunes qui sont complètement baladés sur le territoire. Alors tout passe par Paris, parce que là c'est notre biais que l'on a du fait de notre lieu d'étude, mais si la même étude était faite à Bordeaux, eh bien, ce serait pareil avec tous les points qui passent par Bordeaux, et je pense que c'est vraiment important de souligner cette grande mobilité sur le territoire. Donc ça, c'est une des premières explications, et les autres facteurs à l'œuvre dans la poursuite de l'activité prostitutionnelle, il y a des stratégies de défense de la victime elle-même. La consommation des substances psychoactives en est une, on y reviendra après. Et puis les revendications parfois de l'activité prostitutionnelle. Des jeunes qui disent que elles sont consentantes, elles sont d'accord, elles sont volontaires, elles le souhaitent, et c'est un choix. Et l'importance de déconstruire tous ces propos-là. Alors ça ne se fait pas en une consultation, hein. C'est évidemment l'importance du lien avec ces jeunes, parce que c'est des consultations qui sont longues, et de toujours pouvoir leur faire comprendre qu'elles ne sont pas
coupable de ce qui se passe. Et ensuite, il y a des freins qui sont du fait des réseaux et des proxénètes. Le premier frein, c'est la contrainte des proxénètes, parce qu'effectivement, c'est une manne financière extrêmement facile. Donc, les proxénètes ont tout intérêt à ce que, en général, les jeunes filles continuent l'activité. Il y a un rapport à l'argent qui est aussi important. Et puis, après, effectivement, la dépendance aux substances, parce qu'une fois que les consommations sont chroniques, il y a une dépendance physique et une dépendance psychologique qui va être importante. Et puis, ce qui met souvent en échec les professionnels, c'est le refus des aides proposées, parce que c'est des jeunes qui sont compliqués à suivre, et l'éloignement, on en a parlé juste avant sur les déplacements des jeunes. Alors les violences associées à la prostitution. Évidemment, la prostitution est une violence en elle-même, mais il y a des violences qui sont en plus de tout ce que vivent ces jeunes. Il y a des violences physiques qui sont la plupart du temps perpétrées par les proxénètes. Il y a des violences psychologiques, il y a des violences sexuelles. Dans toutes les situations, alors encore une fois, nous on a un biais, c'est qu'on a les situations judiciarisées, donc probablement les situations les plus extrêmes où il y a une enquête pénale qui a été ouverte, les violences sont quasiment systématiquement rapportées par les jeunes. Je vous donne quelques chiffres sur les dossiers judiciaires que l'on a consultés. Sur 39 dossiers, il y a 11 mineurs qui déclarent des violences physiques par le proxénète, 10 mineurs qui déclarent des violences sexuelles, dont un viol collectif, et 2 mineurs qui déclarent des menaces de mort. Et dans les dossiers médicaux, donc cette fois-ci, lorsqu'on a repris les entretiens avec les jeunes et qu'on a regardé un petit peu la façon dont ils décrivaient la relation avec le proxénète, 6 mineurs sur 10 déclarent des violences commises par le proxénète à leur encontre, 3 sur 10 des violences physiques, 3 sur 10 des violences psychologiques, menaces de mort, insultes, chantage de diffusion de vidéos à caractère sexuel, des violences sexuelles, des viols par les proxénètes, des séquestrations, de la confiscation de téléphone. Et les violences physiques sont perpétrées dans la très 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 grande majorité par les proxénètes, avec des lésions traumatiques qui peuvent être aussi un élément de repérage dans les services d'urgence. La consommation de stupéfiants, on y vient, sur les situations dans les dossiers médicaux, on a questionné les jeunes sur est-ce qu'il y avait de la consommation associée aux pratiques prostitutionnelles, sans leur faire préciser est-ce que c'était juste avant le rapport sexuel, est-ce que c'était après? Voilà. On n'a pas été aussi précis dans nos entretiens, mais ça pourra donner lieu à d'autres études. 7 mineurs sur 10 déclarent une prise de toxiques associée aux pratiques prostitutionnelles, principalement alcool, cannabis, et puis cocaïne, ecstasy et protoxyde d'azote, j'y reviendrai après. Et dans les dossiers judiciaires, 14 mineurs sur 39 déclarent une prise de toxiques associée aux pratiques. Là aussi, alcool, cannabis, on retrouve les mêmes molécules, cocaïne et proto. Et puis, un petit verbatim qui fait froid dans le dos, de l'alcool pour faire des clients, parce que sinon j'étais méchante, je ne leur souriais pas, je leur parlais mal. S'ils n'avaient pas fini, je m'en foutais. C'est-à-dire que la prise de produit, elle sert aussi à se désinhiber, elle sert aussi à oublier, et dans une situation où le jeune finalement cherche à ne plus avoir conscience de ce qui se passe. Je fais 2 rappels qui sont fondamentaux pour la compréhension de la prise de produit. La soumission chimique, c'est une administration à des fins délictuelles ou criminelles d'une substance psychoactive à l'insu de la victime. Dans la situation que je vous ai présentée, dans la diapo que je vous ai présentée juste avant, on n'était pas dans des situations de soumission chimique, on était dans des situations de vulnérabilité chimique, c'est-à-dire un état de fragilité de la personne qui est induit par la consommation volontaire de substances psychoactives. Alors pourquoi c'est cette différence qui, finalement, en termes de prise en charge en soins, n'est pas majeure, mais en termes de poursuite pénale est majeure. C'est-à-dire que la soumission chimique, c'est une circonstance aggravante du viol et c'est un délit pris de façon isolée. Donc, lorsqu'une substance a été administrée à la victime à son insu afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, c'est une circonstance aggravante. Et le fait d'administrer à une personne à son insu une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc ça, c'est la soumission chimique. Donc, quid de la vulnérabilité chimique? Ce n'est pas une circonstance aggravante clairement définie dans la loi, mais sur certaines jurisprudences, ça a été reconnu comme circonstance aggravante. C'est-à-dire que 91, l'état d'ébriété de la victime permet la qualification de viol aggravé.
2004, idem pour une agression sexuelle aggravée. 2010, à l'instar de l'état d'ébriété, la victime sous stupéfiant peut être considérée comme vulnérable. Donc, ce n'est pas du tout systématique. Et dans notre pratique, là, je ne parle pas des situations d'exploitation sexuelle de mineurs, mais dans notre pratique, à l'UMJ de l'Hôtel-Dieu, on examine des victimes pour des faits de violence sexuelle. Dans 50% des cas, il y a des situations de vulnérabilité chimique, c'est-à-dire la plupart du temps des jeunes qui ont consommé des substances avant l'agression. Il y a tout le phénomène de culpabilité aussi. Bah oui, mais c'est moi-même qui ai consommé le produit, donc il faut aussi déconstruire ça. L'inversion de la culpabilité est extrêmement importante dans ces cas-là. Mais sur le plan pénal, finalement, il faut prouver que l'agresseur était conscient que la victime était sous l'emprise d'un produit. Alors lui, il a tout intérêt à dire, mais moi, je ne me suis pas rendu compte qu'elle était complètement alcoolisée. Donc ça, c'est la défense classique de l'auteur de l'agression. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, parce que la soumission chimique, c'est finalement clairement délictuel, mais la vulnérabilité chimique n'est pas si claire dans la loi. Dans la situation où vous suspectez, si vous êtes à l'hôpital, une situation de vulnérabilité chimique ou de soumission chimique, est-ce que dans un service d'urgence courant, on peut faire des prélèvements? Est-ce que c'est pertinent de faire les prélèvements? Alors, tout dépend un petit peu de la nature de la molécule que vous suspectez, et tout dépend du cadre légal dans lequel vous intervenez. Si vous avez besoin, pour des raisons médicales, de savoir de quelle molécule il s'agit, parce que ça va guider votre prise en charge, là, effectivement, vous pouvez réaliser des prélèvements toxicologiques. Parce que ça peut être utile de savoir, en particulier quand là, il y a des comas, de savoir si c'est telle molécule ou telle molécule. Donc ça, effectivement, là, ça peut être pertinent de réaliser des prélèvements toxicologiques. En revanche, si vous n'êtes pas dans un cadre d'urgence et lorsqu'il n'y a pas de décision médicale qui dépend du type de molécule, les prélèvements que vous allez réaliser aux urgences, en fait, n'auront pas de valeur médico-légale. Ça veut dire que vous pouvez toujours les réaliser, mais les résultats ne pourront pas être retenus dans le cadre d'une procédure pénale. Je vais émettre une petite nuance. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les laboratoires de toxicologie des hôpitaux sont en fait initialement faits pour dépister les gros surdosages. Typiquement, les gens qui sont en réanimation, ils sont dans le coma, on ne sait pas ce qu'ils ont pris. Là, ça a un intérêt que le laboratoire de toxicologie vous dise en fait, il y a telle molécule qui ressort à 10 fois les concentrations thérapeutiques. Là, c'est le rôle du laboratoire de toxicologie de l'hôpital. Mais le laboratoire de toxicologie de l'hôpital, il ne pourra pas vous donner le résultat pour une prise unique et très ponctuelle d'une molécule. Parce qu'il n'a pas les machines qui ont des taux de détection suffisants et puissantes pour pouvoir détecter ces molécules-là. Sauf le laboratoire de toxicologie de Lariboisière, qui est le seul laboratoire à avoir ces machines-là. Donc, dans les circonstances classiques, lorsque vous avez un jeune qui vous dit j'ai été alcoolisé en soirée, je ne sais pas bien ce qui s'est passé, puis j'ai un blackout, je me retrouve aux urgences, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu des faits de violence sexuelle parce que je me suis réveillée à côté de quelqu'un que je ne connaissais pas, ou je me suis réveillée sans mes habits sur la voie publique. En fait, finalement, le faire des prélèvements toxicologiques à ce moment-là ne sera pas très pertinent. Et surtout, en général, vous êtes complètement hors délai des molécules qui sont incriminées dans les situations de violence sexuelle. Je vais en revenir après. Les prélèvements, il faut les faire dans les 5 jours. Souvent, les jeunes consultent plus tard. Je vais revenir après sur les prélèvements capillaires. Donc, si vous avez une vraie suspicion de soumission chimique, que vous pensez qu'effectivement il y a une molécule ponctuelle qui a été prise avec une infraction derrière, le seul laboratoire dans lequel il faut envoyer les tubes, c'est le laboratoire de Lariboisière. Sinon, ça ne sert à rien d'envoyer les résultats à votre laboratoire de toxicologie de l'hôpital, parce qu'il vous rendra des résultats qui seront faussement rassurants, parce qu'en fait, les résultats pourront être négatifs, alors qu'en fait, il y a une vraie soumission chimique. Pourquoi les prélèvements doivent être réalisés rapidement? Parce que les molécules finalement se dégradent assez rapidement. Nous, on va jusqu'à 5 jours pour réaliser les prélèvements conservatoires en sang et en urine. Et les prélèvements, ce n'est pas l'UMJ de l'Hôtel-Dieu qui les analyse. Nous, on les met en conservatoire, c'est-à-dire qu'on les met au congélateur. Et après, c'est les policiers qui viennent les mettre sous scellés et qui les font analyser en laboratoire spécialisé.
Et ces prélèvements-là auront une valeur légale, contrairement à ceux que vous pourrez réaliser aux urgences. Les prélèvements capillaires, ils sont intéressants lorsqu'on est à distance de la prise, parce que, comme ça disparaît assez vite dans le sang et dans les urines, l'intérêt du prélèvement capillaire, c'est de pouvoir détecter une prise qui est plus ancienne. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une molécule, ça va aller se mettre dans le bulbe du cheveu, et le temps que le cheveu pousse, ça va sortir du bulbe. On estime que les cheveux poussent à peu près d'1 centimètre par mois. Et quand on fait un prélèvement capillaire, on fait des petits prélèvements comme ça. On fractionne le cheveu tous les centimètres et on essaie d'analyser la prise de produit. Et s'il y a un produit qui sort à un moment donné, on sait qu'il y a eu une prise ponctuelle à ce moment-là. L'autre intérêt du prélèvement capillaire, c'est qu'on peut faire une cartographie comme ça des prises de toxiques chez les patients. Donc ces prélèvements capillaires, ils sont faits la plupart du temps sur demande de la justice. C'est des prélèvements qui sont rarement faits parce que c'est extrêmement cher. Donc c'est des prélèvements qui sont faits sur réquisition judiciaire en laboratoire spécialisé, avec les policiers qui viennent mettre les cheveux sous scellés, mandatent tel ou tel laboratoire pour l'analyse des cheveux. Donc c'est pas du tout des prélèvements qui sont faits en routine. Des personnes peuvent se présenter spontanément dans certains laboratoires pour faire ces prélèvements-là, mais ce sera à leur charge. C'est à peu près 2 000 € une analyse capillaire. Donc c'est vrai que ça dissuade très 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 souvent les jeunes qui suspectent qu'il y a eu une soumission chimique. Voilà un petit peu pour les molécules. Donc il y a plein de substances qui sont utilisées dans les cas de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le plus gros pourvoyeur d'amnésie, de troubles de conscience, de trous noirs, ça reste l'alcool. Dans toutes les études, le premier produit, c'est l'alcool. Lorsque l'on regarde un petit peu quelles sont les autres molécules, on a beaucoup parlé du GHB pendant longtemps, en se disant le GHB, c'est formidable, c'est la drogue du violeur, c'est une drogue incolore, inodore, on peut le mettre dans un verre, etc. En fait, ce n'est pas du tout la molécule la plus utilisée. Les molécules les plus utilisées, c'est les benzodiazépines. Donc, c'est les médicaments assez courants qu'on trouve dans la pharmacie de monsieur et madame tout le monde. Et ces substances-là, qui sont finalement beaucoup plus faciles à obtenir, sont utilisées dans les situations de soumission chimique. Je vais parler je fais une petite parenthèse sur le GHB. Le GHB, c'est un produit qui, pour être mis en évidence, doit être prélevé très très tôt. Le GHB, c'est une molécule qui est sécrétée de façon naturelle dans l'organisme, mais quand ça dépasse un certain taux, évidemment, il y a une suspicion de soumission chimique. Pour prélever le GHB, il faut être dans les quelques heures qui suivent une agression. Donc finalement, le temps que les personnes arrivent aux urgences, voire à l'UMJ, on est en dehors du délai de GHB, donc ce qui est en train d'être fait là actuellement. On fait des analyses de cheveux a posteriori sur les personnes pour essayer de détecter le GHB. Donc on est en partenariat avec une étude qui est menée au CEIP pour essayer de mettre en évidence le GHB. Et peut-être qu'on aura des données un peu plus précises sur finalement le GHB. Est-ce que c'est mythe ou réalité? Est-ce que finalement on n'arrive pas à le détecter et c'est pour ça que finalement il ne ressort pas dans les études, ou est-ce que finalement c'est vraiment un mythe et que ça reste très marginal dans l'utilisation comme utilisation à visée de soumission chimique? Donc tout ce qui est sûr en tout cas, c'est que la soumission chimique dans son ensemble est largement sous-estimée parce que les prélèvements toxicologiques ne sont pas faits de façon systématique, et lorsqu'ils sont faits, nous on les fait de façon systématique, très souvent ils ne sont pas analysés parce que l'analyse elle dépend du souhait du parquet de mener ou non les analyses. On va revenir un petit peu sur l'exploitation sexuelle. On encadre actuellement en cours dans le service une thèse d'une interne en médecine légale qui s'appelle Laura Dimashki. Donc je la cite parce qu'elle va vraiment faire un travail qui va être extrêmement intéressant. Laura, elle a repris tous les dossiers de mineurs qui avaient été adressés à l'UMJ de l'Hôtel-Dieu entre 2014 et 2024, donc sur 10 ans, pour une suspicion ou une situation d'exploitation sexuelle avérée. Sur 10 ans, 129 mineurs identifiés, 120 filles, 9 garçons, avec finalement une relative stabilité, à part quelques pics 2020. Alors il y a eu un effet confinement probablement, où il y a eu une vigilance particulière des autorités judiciaires sur cette période-là. Et en 2024 aussi, on a, sans que l'on puisse en comprendre bien l'explication, on a beaucoup plus de dossiers. Un âge médian à 15 ans, un maximum à 17 et un minimum qui a 11 ans. Et lorsque l'on a questionné
les mineurs sur les substances psychoactives préexistantes. Alors malheureusement, comme dans toutes les analyses rétrospectives, on a beaucoup de manques et beaucoup de données manquantes. Très peu de dossiers renseignés sur les consommations habituelles de ces jeunes. Les consommations habituelles sont seulement rapportées pour 13 mineurs, mais plusieurs consommations associées fréquemment, 12 cannabis, 2 crack, 1 cocaïne et 3 protos. Les traitements habituels sont en revanche bien renseignés et là on se rend compte de la part assez importante de traitements psychoactifs, 18 cas, plus souvent des antipsychotiques, des benzos et de la prégabaline. Dans les dossiers pour lesquels on a suspecté une vulnérabilité chimique, c'était renseigné pour 97 dossiers sur 129. Il y a une vulnérabilité chimique potentielle dans 32 dossiers. 47%, c'est énorme. On n'a pas ces chiffres-là du tout dans la population de victimes de violences sexuelles tout venant. Souvent plusieurs substances associées, cannabis, alcool majoritairement, et puis il y a beaucoup de protos, je vais y revenir après sur cette molécule particulièrement, de la cocaïne, du poppers et du lyrica. Et si on rajoute les 8 dossiers avec un traitement habituel ayant des effets psychoactifs, on arrive à 54 victimes potentielles de vulnérabilité chimique, donc quasiment 56% de vulnérabilité chimique dans les dossiers d'exploitation sexuelle de mineurs. C'est relativement stable selon les années. On ne peut pas vraiment faire de statistiques parce qu'on est quand même dans des petits effectifs. Les soumissions chimiques, elles sont plus faibles, 15 dossiers, et le gros biais et finalement la grosse frustration, c'est qu'on n'a pas les résultats toxicologiques. Comme je vous le disais, nous on réalise les prélèvements, on les conserve, mais en fait on n'est pas maître de la décision de la justice d'analyser ces prélèvements. Je fais un petit focus sur le protoxyde d'azote parce que c'est une molécule qui est très utilisée par les jeunes avec des effets qui sont extrêmement délétères. C'est une molécule qui est une ancienne molécule qui a été découverte au XVIIIe siècle et on s'est très rapidement rendu compte que ça avait des effets euphorisants. Donc c'était les ballons pour le gaz hilarant en fait. Dans les années 60, on a commencé à l'utiliser en obstétrique et puis dans les années 80, on s'est rendu compte qu'effectivement à des visées des contractants anesthésiants et en particulier en pédiatrie, c'est une molécule qu'on continue d'utiliser. Ça avait beaucoup d'avantages. Mais il y a un mésusage à visée récréative qui a été réalisé dès sa découverte. Cette molécule, donc, qui est un gaz incolore et d'odeur et de saveur légèrement sucrée, a une absorption par voie pulmonaire qui est très rapide et une distribution très rapide dans les tissus richement vascularisés et en particulier le cerveau. Alors je vous passe la physiopathe que je serais bien incapable d'expliquer, mais cette molécule, elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle provoque des brûlures, parfois sévères parce que les capsules sont extrêmement... Enfin ça brûle, c'est de la brûlure froide. Ça provoque des hypoxies et puis ça provoque surtout à long terme des thromboses, des anémies et des neuropathies avec des jeunes qui vont décrire des paresthésies, donc ils ont des fourmillements dans les mains, dans les pieds, aux extrémités, des jeunes qui vont parfois arriver avec des déficits moteurs tellement ils ont consommé de proto. Une étude qui a été réalisée par ma collègue le docteur Duferrier sur les toxicités aiguës et chroniques associées à l'usage et au mésusage du proto. Donc ça aussi c'est un des petits signes qui peut être un élément de repérage aux urgences. Un jeune qui consulte avec des paresthésies sur les membres peut être consommateur de proto. Pourquoi le proto a été détourné? Alors c'est rien de nouveau. À la marge, le proto qui était détourné était initialement le proto à usage médical, mais de plus en plus, c'est évidemment le proto à usage non médical. C'est la bonbonne qu'on utilise pour faire de la chantilly. Donc qui est en vente libre, mais l'évolution du conditionnement a été fortement en faveur de l'utilisation de ces produits. Donc avant, pour vous faire un petit historique du prix, environ 8 grammes, un ballon, moins de 50 centimes. En 2017, 30 € pour 80 ballons, ça faisait à peu près 80 cartouches. Et maintenant, on a des conditionnements à plus de 3 litres. Avec toujours un marketing qui a été assez agressif. Donc on regarde, voilà, alors ça je vous montre les évolutions de l'utilisation du proto à visée récréative, c'est les données du CAP français dans lequel travaille ma collègue le docteur Dufayet. Donc on a ces bonbonnes qui sont vraiment, on a l'impression que c'est un produit, c'est rigolo quoi. C'est pas
on regarde ça, on ne se dit pas qu'on va faire de la chantilly avec. On se dit plutôt qu'on va passer une bonne soirée. Donc c'est vraiment pour dire que le marketing a aussi été en faveur de l'expansion de l'utilisation de ce produit. Donc c'est un additif alimentaire et c'est pour ça que c'est en vente libre. Il y a heureusement quelques réponses réglementaires qui ont été mises en place pour pouvoir limiter l'utilisation par les jeunes. La vente est interdite aux mineurs. Inciter un mineur à en consommer est puni de 15 000 € d'amende. La vente ou l'offre de débit de boisson et de débit de tabac est passible d'une amende de 3 550 €. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Et la vente ou la distribution des crackers et des ballons destinés à l'utilisation de l'extraction de proto est passible d'une amende de 3 550 €. C'est peu dissuasif, hein. Ça reste quand même une consommation qui est importante. Donc pour revenir aux conséquences de l'exploitation sexuelle, je parle là uniquement des conséquences somatiques, on n'a pas le temps de détailler des conséquences sur le plan psychologique, mais il y a des lésions traumatiques, des ecchymoses, des hématomes, des brûlures, des plaies de tout type. Il y a un risque majeur d'infection sexuellement transmissible, il y a un risque évidemment de grossesse non désirée, il y a un risque de tout ce qui est en lien avec la prise de toxiques, et puis il y a une dégradation générale de l'hygiène de vie, du sommeil, de l'alimentation, de l'hygiène corporelle. Donc l'importance des consultations spécialisées en addicto pour les jeunes, parce que sinon c'est le cercle vicieux. Finalement, ça maintient le jeune dans l'exploitation sexuelle. Et quelques messages clés pour conclure. Donc l'exploitation sexuelle prend de multiples formes. Le mineur victime d'exploitation est un mineur en danger. L'exploitation sexuelle doit être signalée au procureur de la République et tout soignant doit être vigilant à certains signaux. La vulnérabilité chimique est extrêmement fréquente et expose les jeunes à un risque accru d'exploitation sexuelle. Et évidemment, la consommation de substances doit être un élément de repérage et doit faire questionner lorsque vous prenez en charge un jeune qui vous dit consommer tel ou tel produit. Je pense que la question d'après, mais comme ça devrait l'être de façon systématique, est-ce qu'il y a déjà eu des rapports sexuels contre rémunération? Après, chacun peut poser la question de la façon dont il est le plus à l'aise. Je fais un tout petit peu de publicité. On a fait une petite plaquette sur des éléments pour les professionnels de repérage, de protection et d'orientation avec des petits éléments de repérage, comment repérer les signes d'une activité prostitutionnelle, comment repérer des facteurs de vulnérabilité, comment signaler, vers où orienter. Toutes ces petites diapos seront disponibles. Mélanie, tu les as... Eh bien, formidable. Et on a fait également des petites vidéos. Donc, c'est quoi la prostitution? Quels signes d'alerte doit faire suspecter une situation de prostitution? Que faire face à une situation de prostitution? Ces vidéos, elles sont gratuites, en libre accès sur le site. Et elles peuvent aider alors, à la fois à la formation et elles peuvent aider aussi au dialogue. Alors, ce n'est pas dans une consultation, une consultation en binôme, enfin, dans une consultation... directement avec le jeune, mais sur un groupe d'adolescents, ça peut ouvrir la discussion sur certains faits. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Je suis disponible évidemment pour des questions. Merci beaucoup. Pour prendre les questions, en fait, il faut prendre le micro. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une petite question. Dans le travail de votre interne qui reprend cette étude rétrospective, il y avait combien de pourcentage de jeunes filles qui étaient là en tant que victimes et non pas en tant qu'auteurs de délit? Ou est-ce que c'était vraiment uniquement sur le plan victime? Oui, c'est uniquement des jeunes pour lesquels on a eu une réquisition judiciaire qui nous adressait le ou la mineure pour un examen dans le cadre d'une situation où elles étaient victimes. On n'aura pas forcément le détail. Alors, je pense qu'on pose de plus en plus la question, est-ce que ça nous arrive en consultation, est-ce que toi aussi, parfois, ça t'est arrivé de demander à des copines de le faire ou d'aider, etc. Mais à l'époque, en 2014, c'était clairement pas des questions qui étaient posées de façon systématique, donc on n'aura pas, comme c'est du rétrospectif, on n'aura pas le détail de savoir les victimes auteurs, hein. C'est-à-dire que ces victimes qui sont aussi recruteuses pour d'autres jeunes. On n'aura pas le détail dans la thèse de Laura. Le sens de ma question, c'est peu importe qu'elles soient auteurs à leur tour, la question c'est que vous les voyez bien, en tout cas sous l'angle de la victime et pas à la demande de la police pour les examiner parce qu'elles sont auteurs ou en garde à vue et que vous tombez sur une situation de prostitution pendant l'examen. Non, c'était le motif de l'entretien. Ok, merci. En attendant, du coup, je dirais volontiers un petit conseil tout à fait concret.
Et pour ceux qui ne sont pas du côté sanitaire, ceux qui ne sont pas médecins, sur cette question de la consommation, quand elle est évoquée, pour faire le lien avec la prostitution, ça peut être de poser tout simplement la question, et alors ce produit, on te le donne ou c'est toi qui l'achètes? Et le « on te le donne », on y pense quand même rarement. Et si la jeune vous dit « bah oui, j'ai des potes qui me le donnent, bien sûr, parce que je... », alors à ce moment-là, on peut ne pas dire eh ben, comment tu te procures l'argent, mais plutôt, mais cette personne ou ces personnes qui te le donnent, qu'est-ce qu'ils te demandent en échange? Vous voyez, parce que si on parle toujours de la soumission chimique comme outil, enfin la soumission chimique et le produit comme outil de recrutement, c'est aussi un outil de maintien dans la prostitution, mais de recrutement, c'est la dette. Je t'ai donné, mais en fait, aujourd'hui, c'est à toi de me donner quelque chose. Hein, et on a quand même beaucoup qui démarrent ainsi. Tania ? Bonsoir à tous. Je pense que vous m'entendez bien là avec le micro. Très bien. Donc, je passe après Charlotte Gorgière, qui est vraiment une collègue. On est au nom de l'UAPED et de l'EPRED de Robert Debré. On est ravis de faire cette intervention à plusieurs voix parce que on partage des connaissances théoriques, mais sur le terrain, on est vraiment main dans la main, tous ensemble, à lutter. Ce soir, mon rôle, c'est pas du tout de faire un cours sur la prostitution, ni le profil des auteurs, ni des victimes. Ça, vous le savez. Et puis Charlotte en a très bien parlé, et Hélène et Emmanuel le feront. C'est pas non plus une restitution de recherche. C'est vraiment l'idée là de vous présenter une entité nouvelle, justement d'acteurs de terrain que nous sommes, qui pourraient être amenés à intervenir avec vous, à vos côtés, pour faciliter le repérage, faciliter l'accès aux soins et à la protection rapide de ces victimes, sachant que on est pluri-institutionnel, mais on est tenté quand on fait ça et quand on est acteur de terrain de rejeter la faute sur les autres institutions parce que notre impuissance fait qu'on s'énerve. On s'énerve contre les uns, contre les autres et c'est vraiment l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber parce que enfin, vraiment pour le vivre au jour le jour, on s'énerve tout le temps et on n'est pas content de la façon dont ces jeunes sont pris en charge, mais ça ne veut pas dire que rien n'est fait. C'est juste que c'est vraiment une entité clinique extrêmement complexe et on ne peut pas se rejeter la faute et résumer le sujet en disant « il n'y a qu'à Faucon », c'est absolument impossible. Donc vraiment là, c'est ce soir juste un panel de ce qui existe en France en protection de l'enfance, en soins et ce qu'on est capable de faire tous ensemble. Donc moi, je suis Tania Ikowski et donc je travaille à l'UAPED et à l'EPRED de l'hôpital Robert Debré. Je vous expliquerai graduellement au cours de la présentation comment ces unités sont créées et à quoi on sert. Je vais passer sur les généralités, mais étant donné que nous sommes une équipe pédiatrique pleine, à l'UAPED, c'est une équipe clinique d'accueil d'enfants en danger. Étant donné qu'on ne fait que de la pédiatrie, on est effaré d'intervenir de plus en plus sur des violences sexuelles. En fait, initialement, on a été amené à intervenir auprès des soignants sur tout type de maltraitance infantile. Et en fait, depuis 2022-2023, notre activité s'est largement dessinée, mais presque à 60-70% vers uniquement des prises en charge de violences sexuelles, alors même que le reste des autres présentations de maltraitance infantile le reste n'a pas diminué. Et évidemment, dans ce lot de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles en France, ce sont les chiffres, il y en a bien plus, il ne faut pas du tout sous-estimer la part de vulnérabilité chimique, soumission chimique et de traite d'êtres humains. On sait en plus que c'est un business très lucratif. Avant, on voyait beaucoup d'enfants qui étaient enrôlés dans des réseaux de narcotrafic, mais on sait bien que même les jeunes qui sont maintenant proxénètes vivent bien mieux du trafic de jeunes filles et de jeunes mineurs que du trafic de drogue. Donc il faut savoir faire la part des choses. C'est vraiment pas simple quand on a fait que de la pédiatrie en grandissant. Et donc, c'est pas mal de repasser par une description clinique des enfants qu'on suit, sachant que, comme le disait Charlotte et nos collègues, l'entrée dans la prostitution peut être aussi précoce qu'à l'âge de 12 ans. Et c'est toujours effarant de rappeler les chiffres théoriques que parmi les jeunes femmes victimes de violences sexuelles et de traite d'êtres humains, 44% seraient mineurs. C'est un chiffre qui est quand même glaçant.
Alors, je vais passer sur les définitions, simplement retenir que ce n'est pas nouveau, que la prostitution des mineurs, plutôt l'exploitation sexuelle des mineurs, soit punie par la loi. Ce n'est pas du tout nouveau, mais heureusement, cette loi évolue. Je regarde l'heure parce que je pense que je n'ai pas beaucoup de temps, hein, mais je regarde juste... Ouais. Je vais passer très vite sur ce que je peux. On sait que la loi évolue vers les infractions, les délits et les crimes commis en ligne, et ça, c'est une bonne chose. La législation française en matière de protection des mineurs victimes de traite d'êtres humains et d'exploitation sexuelle s'inscrit quand même dans un cadre qui évolue régulièrement. En fait, on n'est pas en France anarchique dans la création d'évolutions législatives. On s'inscrit quand même dans une protection judiciaire qui s'inspire de la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1989 et que les lois de protection de l'enfance évoluent. La première grande loi de protection de l'enfance pour tout type de maltraitance est née en 2007. En 2016, elle a été enrichie notamment en matière de protection contre les violences sexuelles et l'inceste, mais la prostitution et la traite d'êtres humains n'étaient pas inscrites de façon très très évidente. Cela dit, il y a commencé à y avoir en 2016 une volonté de renforcer le parcours de sortie de prostitution des jeunes femmes majeures et d'améliorer le repérage des éventuels mineurs enrôlés. Maintenant, on a fait du chemin. Le Conseil de l'Europe s'en saisit, l'ONU s'en saisit, l'OMS s'en saisit et ce n'est plus quelque chose de nouveau à démontrer. Quelques rappels en principe de protection française dans la loi française. Il faut rappeler que les mineurs prostitués ne sont jamais jugés comme responsables. On est en tant que mineur de 0 à 18 ans, pas du tout condamnable pour des faits d'échange sexuel avec un majeur. L'auteur, oui. Mais donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails de prostitution en ligne, physique, quels étaient les actes. En fait, tout mineur de 0 à 18 ans, dès lors qu'il a subi une agression sexuelle, on ne va pas s'étendre sur la manière dont il est arrivé, il est de toute façon censé être protégé pour risque de danger ou danger à plusieurs échelles de gravité. Vous savez peut-être la différence entre une IP et un signalement lorsqu'on fait un écrit de protection de l'enfance. En termes d'agression sexuelle, mais encore plus d'exploitation sexuelle, on va là directement aller à un signalement au procureur de la République. Une IP qui est traitée en 3 mois, en général, ne suffit pas à répondre à nos inquiétudes et aux préoccupations cliniques. La préoccupation là est majeure. Un mineur exploité sexuellement risque sa vie à tout moment, puisque chaque occasion d'être séquestré, d'être torturé ou d'être étranglé et ligoté pour un acte sexuel peut vraiment laisser des séquelles irréversibles. Donc c'est assez rapidement un signalement et évidemment le juge des enfants et l'aide sociale à l'enfance, dont la porte d'entrée est la CRIP, vont rapidement mettre en place des mesures de protection, qu'elles soient administratives, qu'elles soient sous coercition judiciaire mais en général, on espère toujours, et procédure pénale associée. Les objectifs de la protection sont évidemment de prévenir une entrée dans un réseau, si jamais c'était un acte isolé, de protéger le mineur de toute forme de récidive et de réparer tous les traumatismes qu'il aurait pu subir. Donc en tant que médecin, alors je vais passer sur tous ces chiffres, on a beaucoup de chiffres d'observatoires, de la MIPROF, donc mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes et à la traite d'êtres humains, qui nous montre bien que c'est une tendance croissante avec plus en plus de personnes condamnées, mais de plus en plus de mineurs retrouvés comme victimes, que les grandes tendances, on le sait, sont la disparition de la rue pour aller vers des logements privés et une exploitation de plus en plus numérique. Le Covid, j'ai mis un petit virus là-haut, le Covid, on sous-estime, je pense, le facteur aggravant qu'a été ce confinement qui a favorisé l'entrée dans cette prostitution numérique. Donc on sait qu'il y a de moins en moins d'éducateurs de rue qui ont accès à ces jeunes filles et donc finalement on se retrouve à avoir cette théorie et tous ces chiffres effarants, mais surtout de plus en plus d'enfants qui viennent consulter dans des lieux de soins. On sait que il y a un 3e plan national de lutte contre l'exploitation des mineurs qui a été créé et qu'on nous demande de nous occuper, nous, uniquement de la prise en charge médico-sociale. En fait, nous, on intervient, les soignants, que dans le dernier axe. Il y a 6 axes dans cette volonté de mieux repérer et d'orienter les jeunes victimes et de s'attaquer à la source du problème. Mais nous, on n'arriverait que dans
améliorer la prise en charge médico-sociale. Or, on pense vraiment, nous, sur le terrain, et je pense que mes collègues ne me contrediront pas, on pourrait s'inscrire dans bien d'autres axes qui sont du repérage à l'identification des facteurs de risque, à travailler ensemble en réseau pour mieux accompagner les victimes, mais surtout faciliter la procédure judiciaire. Et là, pour le coup, ça a été un peu mis de côté, notre rôle dans débusquer le réseau et tous les facteurs de risque a été un peu négligé. Donc, quelle serait une perspective d'amélioration de ce rôle-là et de prise à bras-le-corps de ce rôle-là pour nous? En fait, ce serait que les soignants puissent repérer tout seuls ou en équipe de mieux en mieux ces mineurs. Sauf que pour un soignant, il y a plein de freins au repérage de ces enfants. C'est-à-dire que premièrement, quand on interroge les soignants, qu'ils soient urgentistes, psychologues, pédopsychiatres ou en médecine des adolescents, finalement, je sais bien que ça existe, mais quand j'ai l'enfant victime en face, je ne suis pas sûre de reconnaître les signes parce que je ne les ai pas appris et que surtout, c'est un crime invisible. Bon, ça se passe loin de moi et de la part d'un auteur que j'ai jamais vu et que je verrai peut-être jamais. Et surtout, l'idée même que cet enfant qui a 13 ans et qui me dit des mots obscènes parce que c'est ce qu'elle vit, c'est très très compliqué pour moi-même en tant que soignant de maîtriser mes émotions et de ne pas être engloutie par ma sidération, mon effroi et donc mon déni. Ça va souvent de pair. Plus l'émotion est forte et la passion est forte, plus on a envie de la rejeter. Et donc le déni propre du soignant est quelque chose qui est un réel frein au repérage. Pour peu qu'on fasse des transferts, des contre-transferts et des projections avec notre propre vie ou celle de nos enfants. Donc c'est très très compliqué pour un soignant. Deuxièmement, en tant que médecin, notamment dans un grand hôpital, un hôpital réputé avec 95 000 passages aux urgences par an, finalement, est-ce que je suis bien légitime? Ok, elle me dit qu'elle a subi des violences sexuelles, mais bon, moi je suis là pour traiter les plaies, les soins urgents. Est-ce que la violence sexuelle, c'est une maladie ou vraiment pas tout à fait? Est-ce que ça ne peut pas attendre? Et est-ce que je suis bien légitime, moi, en tant qu'urgentiste, de faire ça? Donc, c'est aussi un travail d'apprendre aux urgentistes que chaque occasion de soins est une occasion de soins et de protection et qu'il ne faut pas forcément attendre que les dégâts soient visibles et qu'il y ait une plaie traumatique à traiter. Il faut pouvoir se dire que oui, on est légitime à tout moment parce que la protection passe par le soin et le soin peut passer par la protection. Les deux sont vraiment reliés, mais en tout cas, la mise à l'abri d'une enfant en danger, c'est du soin pédiatrique propre. Ensuite, il y a le frein lié à la crainte de rompre le lien avec l'adolescent qui a peut-être un diabète, une drépanocytose ou une maladie chronique qui nécessite de revenir souvent à l'hôpital. Est-ce que si moi j'aborde le sexe, quel mot horrifique, peut-être que je vais soulever des choses que je n'ai pas envie de voir chez moi, mais chez lui aussi, et qui va moins m'aimer. Donc ça, c'est un vrai frein. Et ensuite, intervenir en tant que médecin, soignant, sauveur, lorsque l'enfant ne se plaint pas, c'est un peu compliqué. Est-ce que je vais sortir de mon chemin pour aller faire cet entretien très difficile? Après tout, l'enfant, il n'a peut-être pas le profil. Là, je la vois, elle est plutôt souriante, elle a l'air bien nourrie, elle n'est pas cachectique, elle ne me fait pas trop de peine, et puis en plus, elle me dit qu'elle se plaint de rien. Elle n'a pas le profil, en fait, de la victime parfaite. Donc, c'est voilà, tous ces éléments-là, plus le fait que les démarches de protection et de mise à l'abri soient très chronophages, ont fait que le ministère de la Santé a voulu que dans chaque lieu de soins pour enfants et adolescents, là on parle des adolescents, mais à tout âge de la pédiatrie clinique, le ministère, et notamment la DGOS, a souhaité que dans tout lieu de soins, il y ait, en renfort de ces cliniciens qui accueillent et prennent en charge un enfant victime de situations de violence physique, sexuelle, psychologique ou autre, qui est une équipe référente, un peu plus formée au trauma. On appelle ça en anglais le Trauma Informed Care, c'est qu'on voudrait on voudrait pouvoir compter sur une équipe mobile ou pas, en consultation d'urgence ou pas, qui puisse accompagner toutes ces démarches pour toutes les raisons et tous les freins que je citais précédemment. Donc ici, je ne vais pas du tout parler de Robert Debré, mais pour vous situer, nous on est à la fois unité d'accueil et équipe régionale référente. Ces UAPED, donc, puisque c'est l'entité choisie le nom choisi par l'ARS pour cette entité, sont au nombre de 10 en Île-de-France, mais plus de 150 sur tout le territoire français. Donc vous voyez que cette volonté du ministère a été transformée en action par ces unités qui se montent partout, et donc avec des professionnels dans des petites équipes à chaque endroit, un pédiatre,
une puéricultrice et un psychologue. Alors quelquefois, il y a des assistantes sociales en plus. Mais la volonté de ces équipes, même petites, c'est d'être formées et de guider les soignants et de prendre en charge plus rapidement le soin et la protection de ces victimes. Donc l'activité est à la fois pédiatrique pure, mais comme on le disait tout à l'heure, de faciliter la prise en charge par la police et la justice par une activité médico-légale, c'est-à-dire que si besoin, on peut faire des prélèvements médico-légaux à visée médico-légale, on peut faciliter les auditions sur place par des salles d'audition qui sont en train d'être créées dans toutes les UAPED, et on garde les prélèvements, on garde tout ce qui est toxique capillaire ou tous les éléments de preuve qui serviront au dossier judiciaire de la victime, on les stocke et on centralise ces dossiers complexes. Notre rôle par ailleurs, et ça je ne vais pas tout vous détailler, mais simplement pour vous montrer comment on travaille, premièrement, ça commence par de la sensibilisation et de la réassurance, mais aussi de dire aux professionnels, ok, je vais t'accompagner, tu ne vas pas être seul dans cette histoire, mais sache que tu n'as pas tellement de choix, c'est un mineur, il est en danger, donc je vais aussi te montrer que pour ta propre protection, tu as intérêt à faire ce signalement plutôt que de dire je ferme les yeux et les oreilles et j'attends dans 3 mois, peut-être que la situation se sera améliorée. C'est pas comme ça que ça marche. Il vaut mieux en 2025 affronter le mineur en danger et faire l'écrit tout de suite. Donc on accompagne, on informe sur la législation, on apprend aux professionnels à repérer les signes, alors premièrement cliniques, purement cliniques, sur qu'est-ce qui pourrait guider vers non seulement un adolescent en mal-être, mais peut-être des signes un petit peu plus spécifiques. Là, dans tout ce panel qui a comportement, troubles alimentaires, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, il n'y a pas grand-chose de très spécifique à la prostitution. Simplement, peut-être que le changement soudain dans un quotidien déjà pas terrible, mais un changement soudain, ça va être un facteur qui va éveiller notre attention. Le comportement, enfin le style vestimentaire, l'hypersexualisation et surtout le nombre de consultations soudain très nombreuses aux urgences pour peur d'une grossesse, une IST, des entorses, des plaies traumatiques, toutes plutôt sur le versant gynéco et chirurgical, associé évidemment à une prise de toxique. Il faut là avoir le sourcil qui se lève. Mais ensuite, on forme aussi à repérer plein d'autres facteurs qui ont été très bien expliqués précédemment. Je ne vais pas revenir dessus, mais tiens, c'est une enfant qui a un parcours quand même chaotique, elle n'a pas vraiment d'attache avec sa famille, elle a un handicap et ses besoins de santé ne sont pas tout à fait pleinement pris en charge. Par contre, ce qui compte pour elle, ce n'est pas tellement l'école ou sa santé, c'est plutôt l'évasion, c'est plutôt trouver des petits cadeaux pour arrondir, pour se faire de l'argent de poche, c'est ses amis plus que tout. Et puis, il y a surtout son téléphone Snapchat qui sonne toutes les 2 secondes avec des messages. Et tiens, le dernier message que j'ai bien vu que c'était un homme majeur qui a l'air beaucoup plus âgé qu'elle, qui lui envoie des messages tout le temps. Tout ça, ce sont aussi des petits indices. Mais il y en a plein, il y a tout un faisceau d'arguments, c'est comme dans toute la protection de l'enfance, il y a un faisceau d'arguments qui dirige vers, mais en tout cas, il faut les avoir lus au moins une fois pour en être bien conscient, toujours en filigrane avec cette suspicion de prise de toxique. En général, un enfant, tout adolescent qui vient en mal-être aux urgences pédiatriques, maintenant, la société et l'évolution de l'adolescence fait que maintenant, on fait rapidement des prises de toxiques sanguins et urinaires, de quoi qu'il arrive, pour être sûr qu'elles ne soient pas en surconsommation, et on appelle l'équipe d'addictologie assez rapidement pour nous aider. Ensuite, la prise en charge clinique, mais évidemment, elle est très importante. On va apprendre que ces enfants-là s'examinent aussi, mais toujours sans rajouter du trauma au trauma, donc toujours avec consentement et voir jusqu'où elle nous laisse aller, mais toujours être là, être bienveillant, sans jugement et lui proposer des choses qui pourraient être bénéfiques pour elle. Pas seulement sur le plan chirurgical, traumatique, mais sur le plan gynéco, santé sexuelle, santé globale. Et évidemment, si elle nous parle et qu'on voit là qu'il y a besoin d'intervenir en urgence parce qu'elle a subi une violence sexuelle dans les 5 jours, on a évidemment la possibilité de dégainer un protocole de prise en charge en urgence qui va aider la justice et les UMJ, nos collègues des UMJ, à traiter aussi la situation. Donc, c'est vraiment apprendre aux professionnels à ne pas avoir peur de cette consultation-là ou d'un entretien qui pourrait mettre à mal tout ce qu'ils pensent savoir sur l'adolescent et sur les violences sexuelles et se dire, écoute, et le guider en lui disant qu'il y a un protocole, des choses à faire, qu'il n'est pas seul et que quoi qu'il arrive, qu'il intervienne en urgence ou en différé, il y aura un suivi pluridisciplinaire. Et ça, c'est vraiment le mot important. Ces enfants-là ont besoin de plusieurs regards, tous
avec les mêmes verres qui sont colorés de la même façon, c'est-à-dire qu'on va tous avoir ce regard de protection et de bienveillance, mais avec des professions différentes. La psychiatre, le médecin, l'infirmière, l'assistante sociale, la psychologue, ça va être un suivi complètement complémentaire jusqu'à l'accueil de la parole. En fait, ce qu'on sait, on ne sait pas beaucoup de choses sur ces enfants-là, mais ce qu'on sait, c'est que ces enfants parlent, oui, sauf qu'ils ne parlent pas la première fois. Ils ne parlent pas forcément non plus la deuxième fois, ni la troisième. Ils vont peut-être parler, commencer à parler. Alors là, on est complètement hors cadre UMJ, où pour les collègues des UMJ, le travail est tout autre. Il y a déjà cette connaissance de l'infraction dont l'enfant a été victime. Il y a déjà un dossier qui est fourni, déjà des examens complémentaires qui ont été faits. Alors que là, je vous replace dans le cadre vraiment du quotidien pédiatrique en soins, où là, l'enfant, on a beau avoir des suspicions, ne va pas se confier tout de suite. Et donc, il va falloir déjà commencer à montrer une attitude. C'est l'attitude qui va compter le plus avant de se lancer dans un vrai recueil de la parole. C'est plutôt juste accueillir ce qu'il est prêt à nous dire, en gardant une distance suffisamment bonne, ni trop passionnée, ni trop inquiète pour l'enfant, ni trop distante, et se dire que c'est pas grave s'il ne parle pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, mais qu'en faisant du lien et qu'en ayant cette notion que vous êtes là et toujours prêt à l'accueillir à chaque fois qu'il reviendra, c'est là que l'enfant va commencer peut-être à se sentir en confiance et suffisamment protégé pour peut-être, là encore, vous parler un jour de ce qu'il ou elle vit. Il attend le bon moment et il va vous tester aussi. Donc l'accueil de la parole, c'est aussi accepter que l'enfant tend des pièges et qu'il vous parle d'une amie, d'un copain, qu'il va falloir vraiment savoir lire entre les lignes pour savoir qu'il parle de lui. Donc quelquefois, il y a, donc en tant qu'UAPED, on va aussi dans nos formations égrener des petits conseils sans être trop directif, mais dire plutôt que de dire écoute, je te promets de garder ton secret et franchement, t'exagères, t'aurais pas dû sortir à cette heure-là comme ça, si j'étais ta mère, je me fâcherais. Évidemment, c'est tout faux, il faut plutôt être extrêmement ouvert, laisser libre le récit de l'enfant et le valoriser tout le temps. En fait, dans toute la protection de l'enfance, encore une fois, on n'a pas beaucoup de littérature sur le profil de ces enfants. Tout ce qu'on sait, c'est que souvent, les conduites prostitutionnelles arrivent à la fin d'un parcours très chaotique avec déjà des troubles de l'attachement, d'une parentalité qui a été compliquée dans leur famille et que le point commun peut être assez, on peut le dire sans même avoir une étude, c'est que l'estime d'eux-mêmes est dans les chaussettes. Et donc, plus on va valoriser ces enfants-là et mettre l'accent sur les compétences qu'ils ont. Peut-être qu'ils sont ponctuels au rendez-vous, peut-être qu'ils ont vraiment pris la pilule de lendemain et que c'était important de le prendre et qu'ils l'ont compris. Donc, on va valoriser tout ce qu'ils font de positif pour les mettre en confiance. Et ensuite, alors je vais passer. Ensuite, un travail important, ça va être faire le lien ville-hôpital. Nous, on est à l'hôpital, en général, les UAPED, mais il y a plein d'autres personnes qui connaissent peut-être ou qui ont une fois rencontré cet enfant. Et donc, on va faire un travail assez scrupuleux, assez chronophage en effet, mais d'aller contacter toutes les personnes qui connaissent cet enfant pour faire du lien et savoir, peut-être même des synthèses, et savoir par quel angle, quelle est la personne en qui cet enfant a le plus confiance pour tisser un réseau de soutien et faire une vraie chaîne de soignants autour de cet enfant. Donc, un des axes également, une fois qu'on a fait cette synthèse, qu'on a fait cette passerelle avec les intervenants de ville, ça va être aussi de se coordonner. Et ça, c'est peut-être là où le bas blesse dans la prise en charge de ces enfants, c'est que plein de gens sont bienveillants, plein de gens veulent bien faire. On a tous des bonnes intentions, mais pour passer de là à vraiment à la bientraitance et à la coordination, là, c'est très compliqué. Et donc, un des rôles des UAPED, mais ça va être très vite. Par exemple, un exemple très concret, ça va être d'envoyer un mail à toutes les autres UAPED et peut-être les autres UMJ de la région et tous les services d'addicto et les associations qui travaillent avec les mineurs pour dire alerte, tel enfant a fugué, on la connaît. Est-ce que vous seriez à même de la récupérer si elle se pointe dans votre service, etc. Créer du lien, ça passe par des choses aussi simples que ça, coordonner des actions et alors, une fois qu'on a fait ça, on fait aussi des réunions, justement, pour coordonner ces actions. On se réunit autour d'une table à plusieurs. Ici, à Robert-Debré, on a vraiment une volonté de faire ça très, très régulièrement. Lorsqu'on fait ces actions, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des propositions qui émanent de toutes parts. Là, c'est illisible, évidemment, mais c'est pour vous montrer qu'il y a foison de solutions et de pistes qui sont proposées. Ça ne veut pas dire que la protection de l'enfance est défaillante, ça veut simplement dire qu'on a bien conscience des limites des uns et des autres dans nos institutions et que
il est primordial de chacun rester à sa place et de pouvoir s'ancrer dans nos compétences, mais d'aller toujours un peu plus loin. Donc les cliniciens parlent beaucoup dans les actions à mener de renforcer la réduction des risques en addictologie, de vraiment mettre l'accent non pas sur le parcours chaotique et prise de toxiques uniquement, mais de travailler le psychotrauma et l'attachement, de déceler des vulnérabilités et des handicaps qui n'ont jamais été pris en charge chez ces enfants, donc de pouvoir faire des reconnaissances MDPH pour ces mineurs. Ça reste de la pédiatrie, ça reste de l'action qui sera bénéfique au long terme et on est directement utile à l'enfant. On va pouvoir également essayer de se dire que lorsque nos patients sont pris en charge par la police, peut-être que la police a un peu trop mis l'accent sur le fait que l'enfant était auteur de délit et qu'il faut pouvoir décloisonner le réseau exploitation sexuelle dont il est victime et le réseau trafic de drogue auquel il a participé, de pouvoir fantasmer des lieux d'accueil un peu plus riches, un peu plus fournis que ceux qu'on a à l'heure actuelle. Là encore, il y a des dispositifs spécifiques qui existent, il y a des foyers d'urgence et des foyers non urgents qui accueillent ces enfants-là, mais on se plaît à fantasmer des lieux plus pluridisciplinaires, de plus grande capacité d'accueil, où là, il y aurait du soin et de la dicto et de la protection cumulée. Donc on peut rêver, mais c'est important et c'est primordial de lister toutes ces idées qu'on a, parce qu'un jour, on espère qu'elles seront transformées et qu'elles seront portées justement à la MIPROF, à l'ACA, à la DDFE, au ministère, etc. et aux actions de coordination territoriale. Alors, tout ça pour dire que quelquefois, le modèle français ne suffit pas aussi et qu'il faut de temps en temps aller voir à l'international ce qui s'y fait. Alors, l'international, c'est vraiment une autre vision aussi. Chez les anglo-saxons, on mise beaucoup sur l'éducation par les pairs et le fait que les victimes servent de modèle aux autres futures victimes. Et ça, c'est quelque chose que la France ne fait pas encore, mais qui n'est pas à exclure. Peut-être le travail de proximité locale et le fait de revaloriser ces enfants en leur injectant aussi des missions pour aider les autres jeunes. Et enfin, la toute dernière diapo sur la prévention. La prévention, évidemment, on le sait tous, mais il faut la faire. Et plutôt que de dire qu'il faut de l'éducation de la vie affective et sexuelle chez les garçons et les filles à l'école, il faut aller dans les écoles formées. Donc là, on a des plans de formation systématique de l'éducation nationale au repérage des violences sexuelles chez les enfants. On a des développements de compétences psychosociales qui sont vraiment travaillés par des équipes pédagogiques. Et puis des campagnes de prévention. Alors là, c'est le point faible. Santé publique France ne fait pas énormément, mais il y a des choses à développer autour de la prévention. Et en parallèle de la prévention, mais évidemment, des politiques qui vont bien, qui vont continuer à renforcer cette lutte qui n'est pas vaine, mais qui sera et restera toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant et non des institutions, et non forcément des parents, et non de l'ASE, mais vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Voilà, je vous remercie. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour... Oui. Bonsoir, merci pour l'intervention. J'ai une question. À quel moment on mentionne aux parents qu'on a une suspicion d'exploitation sexuelle et pour aussi faire revenir peut-être l'enfant plusieurs fois et si on leur dit qu'on y pense, comment on leur dit d'agir par la suite avec leur enfant ? Comme dans toutes les situations de protection de l'enfance, c'est assez périlleux. Il faut de toute façon, avant, vraiment créer une rencontre avec l'enfant dans un moment et un lieu séparé de ses parents. Et aussi créer une rencontre avec les parents pour voir dans quelle famille on s'inscrit, quelle est la dynamique, quel est le parent le plus protecteur, lequel a un bon lien avec l'enfant. Et ensuite, de là, broder. Et moi, je conseille toujours de commencer par demander à l'enfant ce qu'il en pense. Il faut toujours respecter l'enfant, même dans une situation de grand danger. On ne passe pas outre la volonté de l'enfant et ce qu'il désire. Et ensuite, on voit si c'est faisable. Lorsqu'on fait un signalement avec des parents plutôt protecteurs, à tout moment, on peut dire aux parents qu'on fait un signalement et qu'on s'inquiète de certains éléments. On voit jusqu'où on peut tendre des perches, on voit jusqu'où le parent lui-même va. Souvent, les parents
ce qui manque, c'est que souvent on ne questionne pas les parents sur leurs inquiétudes. En fait, en tant que soignant, on pense qu'on sait mieux que tout le monde, mais en fait, on ne questionne pas l'enfant sur comment il en est arrivé là, et on ne questionne pas le parent sur ce qu'il sait et comment il pourrait faire équipe avec nous. Donc le tout, je pense que c'est peut-être pas assez concret, mais ce que je veux dire, il faut quand même faire alliance avec les parents à un moment donné, mais voir comment on fait équipe, quels sont leurs points forts et leurs faiblesses avec leur enfant. Et le signalement, mais il faut en parler sans tabou. Maintenant, la limite, c'est plutôt le signalement présenté à l'enfant qui est compliqué, pas tellement le parent. Que le parent soit protecteur ou toxique, finalement, vous allez faire ce qu'il faut faire. Le signalement, il fait partie de notre déontologie. On arrive toujours à l'expliquer si on dit qu'on n'est que dans le soin. Par contre, présenter le signalement à l'enfant et à l'ado, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande plusieurs... je ne sais pas, tu dois avoir cette expérience-là aussi. Souvent, l'enfant se rétracte à toute vitesse. Et même si on passe par une psychologue, c'est très, très rare que ces enfants qui ont déjà un vécu derrière eux acceptent un entretien avec une psychologue qui va lui amener le signalement. En fait, il faut rester très médical. Moi, je trouve que ça marche mieux quand même de rester médical. Et par contre, ne pas hésiter à reconvoquer l'enfant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne le sens de ça. En fait, moi, quand je vois que ça va être un mur direct, je fais 2-3 consultations où je fais que les peser, les mesurer, les examiner, faire que du soin, jusqu'à ce qu'ils me tendent la perche pour me dire mais ça c'est vraiment le côté de ma vie qui m'embête, c'est de vouloir une pilule et que ma maman refuse à chaque fois la pilule. Je veux dire quelque chose comme ça, tout simplement. Et on va partir de ce levier-là pour dire ok, est-ce que tu es d'accord pour que si je décide de te protéger et que tu viennes me voir en consultation, que je puisse à un moment donné injecter, faire qu'à un moment donné, ta maman va rencontrer une puéricultrice ou une assistante sociale qui va l'aider à comprendre jusqu'où tu peux aller, quels sont tes droits à toi. Une autre piste, c'est en effet parler des droits de l'enfant. Tu as 15 ans, il y a des choses que tu as le droit de faire, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et en fait, plus on explique la loi, alors on ne peut pas le faire à n'importe quel âge, mais des ados de 15 ans comprennent très très bien la loi et leurs droits. Quand on explique très clairement le cadre, ils ne sont pas complètement abrutis, ils s'y tiennent souvent. Ils sont plutôt contents que quelqu'un soit très clair avec tu as le droit, tu n'as pas le droit. Et souvent, c'est une bonne surprise, ils s'en saisissent pour accepter toutes les démarches qu'on va faire, signalement, assistante sociale, psychologue. Voilà. Mais la première étape, comme j'ai dit au début, c'est de lui avoir demandé et de le respecter et de jamais rien faire derrière son dos. Moi, je trouve quand même. Voilà. Oui, un petit ajout donc, au niveau de l'association Agir contre la prostitution des enfants, c'est vrai que nous avons quand même au moins 20% des situations qui nous viennent directement des parents. Et parfois, c'est justement parce que soit ils l'ont vu eux-mêmes avant même qu'il y ait un professionnel qui repère, mais ça peut être aussi parfois parce qu'ils ont reçu une annonce qui va les traumatiser aussi. Il faut quand même vraiment se souvenir que si on parle de traumatisme vicariant pour les professionnels, d'avoir le témoignage, d'entendre une situation qui est choquante, qui est glauque souvent, il faut ô combien se dire que pour les parents aussi, une telle annonce, c'est un traumatisme, c'est un choc, et certains ne vont pas entendre. Ils vont pas entendre, ils vont être effectivement dans le déni parce que c'est trop. Voilà. Donc je dis ça parce que parfois on a des professionnels qui disent mais enfin je lui ai dit qu'il fallait aller porter plainte, qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire cela, et il ne l'a toujours pas fait. Mais il faut quand même aussi un temps pour pouvoir digérer ça. Et donc, nous avons des partenaires qui, parfois, envoient tout de suite les parents pour que nous puissions les soutenir, et notamment par des groupes de réflexion, d'échange entre parents, mais encore plus par nous. Donc, parfois, on ne voit pas les jeunes, mais par contre, on voit les parents. Et on va avoir besoin des parents dans ces situations. D'autres questions ? Moi, je suis pédopsychiatre responsable d'un CMP ado dans le 92. Et je voulais simplement dire que j'ai eu pas mal de situations d'adolescentes qui ont été étiquetées psychotiques avec des hospitalisations très longues et qui s'avèrent qu'elles étaient prises dans des réseaux de prostitution, et que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui présentent des symptomatologies traumatiques très jeunes
et que ça génère des symptômes où elles ont facilement des étiquettes de psychose, ils sont complètement déscolarisés, avec des dossiers MDPH où on va même, moi j'ai une patiente qu'on voulait même mettre en hôpital de jour, finalement elle a été placée à distance et on a su dans l'après-coup qu'elle était prise dans un réseau de prostitution avec beaucoup de toxiques et elle va beaucoup mieux. Et elle n'a plus du tout de traitement, plus du tout... voilà. Donc, simplement aussi dire que en pédopsychiatrie, et j'ai aussi un jeune homme aussi qui a un trouble dissociatif dans l'identité, c'est des patients, on ne sait pas trop quoi en faire, on n'a pas de solution et on découvre souvent dans l'après-coup qu'il y a eu du trauma majeur avec sexuel. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vais peut-être revenir là-bas et on va continuer là-bas. Merci beaucoup pour cet apport. Je pense que dans une prochaine rencontre Ville-Hôpital, on pourra aborder cette question-là, parce que nous avons effectivement, et peut-être qu'Emmanuel, tu peux aussi apporter, sur ces questions donc, de diagnostic posées sur des pathologies, où effectivement, si on ne voit pas et qu'on n'approche pas tout l'impact des psychotraumatismes, effectivement, parfois le diagnostic, il serait quand même à revoir. Et aussi, du coup, le traitement, puisque certains traitements vont encore plus accentuer la dissociation, par exemple. Et peut-être que tu peux en parler bien mieux. Oui, enfin, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit fréquemment des situations de jeunes qui sont, comme vous le disiez, diagnostiqués, début de schizophrénie précoce. Et quand on gratte et qu'on parle avec eux et qu'on a une vraie alliance avec eux, on va débusquer effectivement des histoires traumatisantes, des traumatismes ou même des agressions, ou d'autres formes de traumatisme, ou d'autres vulnérabilités. Et je remercie, je ne sais plus laquelle des deux a parlé de SAF et ETCAF, qui sont donc... moi, addictologue, c'est un peu quand même mon dada. Ce handicap qui est donc un spectre de l'alcoolisation fœtale qui correspond à 9000 naissances par an en France. C'est pas les SAF, c'est pas le syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est des jeunes qui vont avoir des troubles du neurodéveloppement qui vont se mettre en place au cours de leur scolarité, comme ça peut être une dyslexie, une dyspraxie, un TDAH, tout ça pas diagnostiqué, qui les rend extrêmement vulnérables et en quête affective. Parce que souvent, malheureusement, ils viennent de familles cabossées et c'est pas pour autant qu'il faut pas s'occuper d'eux. Et c'est un vrai challenge que de les diagnostiquer, ces jeunes, avant qu'ils soient estampillés schizophrènes et hospitalisés ou pris en charge sur leur secteur, je dirais à la one again. Si je peux me permettre, parce que malheureusement, on les blinde de neuroleptiques et puis quoi ? Et puis c'est quoi le sens de leur vie après ? Alors que la psychiatrie française adulte n'est pas suffisamment en lien avec les troubles du neurodéveloppement. Je trouve qui sont le lit d'énormément de pathologies qui vont se développer à l'âge du jeune adulte, et c'est fort dommageable parce que on abîme beaucoup de jeunes. Voilà. Donc c'est un peu notre challenge. Je veux bien rajouter juste un mot, justement sur
Sur cette nécessité de voir la vision globale de la santé de ces enfants, en fait, on tape souvent sur l'ASE et on n'est souvent pas content parce que l'ASE ne demande pas beaucoup de soins pour ces enfants, mais il y a un vrai changement là quand même et il faut vraiment souligner que les foyers et surtout les éducateurs et les médecins référents de l'ASE se saisissent beaucoup des consultations parce qu'ils ont compris aussi ça. Pendant très longtemps, ces enfants étaient étiquetés, alors évidemment comme source de troubles au sein du foyer, mais sur le plan de la santé, ils sont quand même très inquiets. Et quand on leur dit qu'il y a peut-être un trouble du neurodéveloppement derrière ou quelque chose qui remonte à la grossesse ou un trouble psychiatrique, ils sont très demandeurs justement d'avoir des consultations en renfort, de rediagnosticage, de remettre à plat la santé des enfants. Donc, il faut vraiment pouvoir leur tendre la main et leur proposer des consultations pour ces enfants déjà confiés. Parce que premièrement, l'enfant, même si elle fugue tous les soirs, elle leur montre quand même énormément de choses au niveau du comportement qui sont inquiétants et donc ils sont très demandeurs. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, n'hésitez pas dans votre lieu de soins, là où vous êtes, justement quand on décèle ces profils d'enfants qui sont un peu impulsifs, très agités, qui sont impatients, qui sont connus d'un lieu de soins, n'hésitez pas à aménager votre capacité d'accueil pour eux. C'est-à-dire que nous, par exemple, aux urgences, on a vraiment mis au point un protocole pour dire que quand ces enfants étaient connus, il fallait qu'ils puissent un peu griller la file d'attente et être pris en charge rapidement, qu'il ne fallait pas qu'ils attendent une prise de sang pendant 2 heures parce que sinon ils allaient fuguer. Donc en fait, vraiment de faire des petits aménagements. Donc là où vous êtes et selon l'endroit où vous travaillez, n'hésitez pas à voir si quelqu'un a la fibre un peu et la patience pour cet enfant-là, mais toujours être systématiquement dans la reproduction du même soin avec la même réactivité et disponibilité pour ces enfants, ça vaut la peine. C'était mes deux petites remarques. On va donc certainement à l'automne organiser une 4e où il y aura également captation. Alors, ça dépend si on a les reins Zoom ou pas. On verra. Mais ça sera plus centré sur tout ce qui est addicto avec la double emprise. Ça sera vraiment plus spécifique sur et puis cette emprise aussi et addiction au sexe en fait qu'on voit se développer chez ces jeunes qui ont été agressés sexuellement comme une recherche de contrôle et donc avec tout le déroulé, et on a dans l'équipe quelqu'un qui est très fort en psychotrauma qui explique très très bien toute cette mémoire traumatique et comment tout ça est en lien. Et en réalité, moi qui suis quand même une vieille addictologue, je revisite mes 20 années de pratique avec des adultes en addicto. Parce que ce prisme des violences sexuelles dans l'enfance éclaire énormément de choses. Donc voilà, donc il faut qu'on s'arme tous. Je vous remercie vraiment d'être venus.